Au moment où il s'y attend le moins, un couteau transperce Jamie Dimon. Trahi par son ami et allié le plus proche, il est laissé pour mort, tout cela au nom du pouvoir. Pendant un temps, il était le chouchou de Wall Street, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Avec Sandy Weill, ils avaient créé un monstre, Citigroup, la plus grande banque du monde à l'époque, valant la somme stupéfiante de 800 milliards de dollars. Encore plus impressionnant, il l'avait construite pratiquement à partir de rien. Sandy était le vétéran chevronné et Jamie le prodige talentueux. Pendant plus d'une décennie, le duo a transformé une petite entreprise Freilander en un conglomérat multinational. Jamie a tout appris de Sandy, les ficelles du métier et la brutalité nécessaire pour prospérer dans un monde impitoyable. Il était loin de se douter qu'après leur plus grande victoire, cette brutalité se retournerait contre lui. Vous avez reçu un appel pour aller à une retraite qu'ils organisaient, ils vous ont fait venir et ils vous ont dit que vous étiez viré. Étiez-vous choqué? 10 ans plus tard, l'Amérique est en plein chaos. Nous sommes en baisse de 3 à 4,5%, 16%, 18%, 21%. Parce que nous sommes maintenant en baisse de 43%. Que se passe-t-il donc à Wall Street? La cupidité a eu raison de la finance américaine. Et maintenant, l'heure du jugement est arrivée. Des titans, autrefois considérés comme intouchables, vacillant maintenant au bord de l'effondrement. Pendant des années, les institutions financières ont joué avec le feu. Emportée par une vague de folie hypothécaire, Wall Street était devenue tellement aveuglée par le profit qu'elle avait oublié d'apporter une bouée de sauvetage. À mesure que la dure réalité s'installe, la panique généralisée s'installe aussi. Alors que tout le monde s'empresse de se préparer à la tempête, un homme accueille la crise imminente à bras ouverts. Jamie Dimon, président-directeur général de JP Morgan Chase, ne peut s'empêcher de sourire car il sait que c'est le moment qu'il a attendu toute sa vie. Personne ne le sait encore, mais il est sur le point d'être couronné roi incontesté de la banque américaine. Il vaut mieux être un peu dur dans ce monde, parce que vous serez critiqué lorsque vous occuperez des postes de direction. Je saigne du sang de JP Morgan. Je porte le maillot de cette entreprise. Si je te surprenais à faire ça, je te licencierais. Il faut tuer la bureaucratie, briser la hiérarchie, et ça d'ailleurs, c'est le travail le plus difficile que tu auras à affronter. Exactement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Jamie Dimon a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout était facile pour le jeune garçon et Jamie n'a jamais manqué de rien. Il fréquente un lycée privé pour garçons appelé Browning. Il passe même ses vacances sur la côte ouest de la France. À la loterie de la vie, il a décroché le gros lot. Charmant, sûr de lui, beau et aisé. Les femmes le désirent et les hommes voudraient être à sa place. La vie est parfaite. Que pourrait-on vouloir de plus? D'habitude, une éducation extravagante a tendance à engendrer des enfants gâtés, capricieux et dépendants d'un fonds en fiducie. Mais Dimon n'a aucune intention de se la couler douce. En fait, il retrousse ses manches et se met au travail. Il sort diplômé de Browning en étant le 4e meilleur de sa classe. Ensuite, il va à l'université Tufts où il étudie la psychologie et l'économie. Et il obtient son diplôme summa cum laude. Et après Tufts, il est admis à la très réputée Harvard Business School. Et lorsqu'il obtient son diplôme en 1982, il est nommé Baker Scholar, une distinction réservée aux 5% des meilleurs diplômés. Vous voyez, Jamie Dimon est un homme d'exception. Du genre qui, même avec plus d'argent qu'Escobar, continue à travailler 80 heures par semaine. Il a un désir ardent de réussir, une envie inexplicable de laisser sa marque sur le monde, de laisser un héritage durable. Si tu veux être un leader, ça ne peut pas être une question d'argent et ça ne peut pas être centré sur toi. C'est finalement à propos de ce que tu fais, de ce que tu laisses derrière toi et de ce que tu as accompli pendant que tu étais sur cette planète. Les enseignants, les politiciens, les scientifiques, les généraux ont laissé cette planète dans un meilleur état que nous. Et quelqu'un l'a dit, et je vais te dire ce que j'en pense, il a demandé « Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale ?» Pense à ça quand tu deviendras un leader. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit écrit sur ta pierre tombale? Ce genre de personnes, comme Jamie Dimon, ce sont elles qui façonnent l'avenir. Mais d'abord, nous devons visiter le passé. Le grand-père de Jamie était venu en Amérique, comme un immigrant sans le sou. Il avait passé toute sa vie en Grèce, mais il a fui lorsque le pays est entré en guerre avec la Turquie. Il est parti chercher une vie meilleure et, en 1921, il est arrivé à New York. Bien qu'il fût banquier de métier, le grand-père de Jamie a simplement accepté n'importe quel travail qu'il pouvait trouver et il est ainsi devenu garçon de restaurant. Mais au fond de lui, il voulait toujours être banquier. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne voulait embaucher de grec. Alors, il a changé son nom de famille de Papa Démétrio pour quelque chose qui sonnait un peu plus chic,
Diamant. Heureusement, il a réussi à revenir dans le secteur bancaire. Il a commencé à travailler comme courtier chez Shearson & Neal et a fait fortune. Son fils, le père de Jamie, a suivi ses traces en travaillant lui aussi comme banquier chez Shearson & Neal. Et le nom inventé, Diamant, a commencé à avoir de l'importance. Mais c'est Jamie qui le rendrait célèbre. Jamie Dimon a toujours été intrépide. Il défiait les professeurs de Harvard. Dans un incident célèbre, il s'est levé devant toute la classe et a dit au professeur « Si vous ne comprenez pas cela, vous ne devriez probablement pas enseigner ». Lorsqu'il travaillait à son premier emploi en tant que consultant, on lui a demandé de travailler sur un projet tout le week-end. Il l'a fait sans poser de questions. Mais le lundi suivant, personne n'a même pris la peine de le regarder. Alors il a affronté son patron et lui a dit « Vous m'avez gâché mon week-end. À cause de cela, je ne travaillerai plus jamais pour vous. » Bien qu'impétueux et rebelle, Jamie travaillait assidûment pour atteindre son objectif. Et il a juré que personne ne se mettrait en travers de son chemin. Bien que, comme nous allons bientôt le voir, beaucoup de gens essaieront certainement. Dimon est sur la voie rapide vers la célébrité financière. Avec un pedigree bancaire et un parcours académique brillant, il est inondé d'offres d'emploi dès qu'il obtient son diplôme. Goldman Sachs, Lehman Brothers et Morgan Stanley. Accepter l'une de ces offres serait un ticket en or pour les grandes ligues. Un ticket en or dont tant d'étudiants rêvent, passant d'innombrables heures sur les forums de Wall Street Oasis à débattre de tout ce qui concerne les carrières en finance. Alors que Jamie s'apprête à choisir Goldman, il reçoit une dernière offre d'un vieil ami de la famille, Sandy Weill. Sandy. Sandy, je l'ai un peu connu. Mon père était courtier chez Shearson & Neal. J'y avais eu un job d'été. Tu sais, il aimait le fait que j'étais allé à Harvard physique. Et son argument, c'était ça, je ne vais pas te payer pareil. Il essayait de m'embaucher comme banquier d'investissement chez Shearson. Tu vois, personne ne comprend la banque mieux que Sandy. Issu lui-même de l'immigration, Sandy s'est forgé une réputation de banquier féroce, autant craint que respecté. Au fil des années, il a bâti la deuxième plus grande société de courtage à partir de rien. Tu te souviens de Shearson & Neal, la société où travaillèrent le père et le grand-père de Diamant? Sandy a construit l'entreprise qu'il est possède. Grâce à une série d'acquisitions stratégiques, Shearson s'est imposé comme un acteur majeur. Et Sandy était le cerveau derrière tout ça. Puis, en 1981, Sandy a fait l'impensable. Il a orchestré une fusion d'1 milliard de dollars entre Shearson et American Express, formant le géant Shearson American Express. Sandy était une force de la nature, pratiquement inarrêtable, et maintenant le président de cette nouvelle entreprise. Après la fusion, Sandy nomme Diamond vice-président de la nouvelle entreprise. Puis il se tourne vers Jamie. Mais il a dit, viens me rejoindre ici. Je ne sais pas si ça va ressembler à une grande entreprise, mais ce que j'aimais, d'abord, c'est qu'il était très terre à terre. Je veux dire, il a ses défauts, mais il était très terre à terre. Et j'avais vraiment envie d'aider à construire quelque chose. C'était mon idée de départ. Je voulais construire quelque chose. Il avait construit Shears et Hamill. À partir de, Shears et Haydenstone, beaucoup d'acquisitions, un peu à partir de zéro. J'adore ce genre d'histoire. Chaque diplômé de Harvard serait allé chez Goldman. En gros, j'ai continué jusqu'à ce qu'on me dise non, parce qu'on apprend tellement plus et on est mieux payé dans certains endroits, comme Goldman Sachs. Mais il y a quelque chose chez Sandy, une lueur dans ses yeux, une confiance dans sa démarche. Alors, Jamie tente sa chance. Il s'écarte du chemin tout tracé vers le succès et pour le meilleur ou pour le pire, fait équipe avec Sandy. Il ne se doute pas que ce petit geste va changer à jamais le destin du secteur bancaire américain. Le passage du duo de choc chez American Express est bref et loin d'être idyllique. Jamie passe le meilleur moment de sa vie pendant que ses collègues singes de la banque vont chercher du café et des journaux pour leur patron. Sandy montre tout à Jamie. À l'âge de 23 ans, Jamie a un aperçu rare du cœur du secteur bancaire. Et il commence à travailler sur des transactions. De vraies transactions dans la vie réelle. Des fusions et acquisitions d'entreprises tectoniques, tellement énormes qu'elles donnent le vertige. Le pain et le beurre de la construction d'empire. Sandy, en retour, a enfin trouvé un protégé capable de suivre le rythme. Jamie est un naturel, bon sang. Sandy voit même un peu de lui-même dans le jeune garçon. Diamond a un nouveau titre prestigieux, de nouvelles responsabilités, et il absorbe les enseignements de Sandy comme une éponge. Jusqu'en 1985, lorsque Sandy, qui semblait infaillible, a finalement été battue. La fusion avec American Express s'est révélée être un poison. Sandy est évincé par l'entreprise et forcé de démissionner,
Mais American Express permet à Jamie de rester. En fait, ils rendent l'offre encore plus attrayante avec une promotion. Vice-président. C'est une grande offre du jamais vu pour quelqu'un de l'âge de Jamie. L'accepter le rapprocherait encore plus de son objectif. Et la récente défaite de son mentor soulève des questions. La carrière victorieuse de Sandy, qui dure depuis une décennie, est-elle enfin terminée? Aujourd'hui âgé de 52 ans, le vieux Pitbull n'est-il plus qu'un has-been sans talent? Alors que rester chez American Express semble évident pour tout le monde, la foi de Jamie reste inébranlable. Il pense que Sandy a toujours ce qu'il faut. Il est parti. Je suis parti avec lui. On m'a proposé plein de postes pour rester et ce genre de choses. Mais il a dit, on va trouver quelque chose, construire quelque chose de grand. Alors il quitte American Express et suit son mentor en sortant, sans savoir ce qu'il attend au coin de la rue. Jamie quitte American Express et il ne se retourne pas. Ils allaient construire un empire. La première chose à faire, c'est, d'en obtenir un pour conquérir le monde. Ils doivent d'abord mettre la main sur quelque chose. Une entreprise avec laquelle ils pourraient commencer et se développer, ils ont besoin d'une bonne affaire. Jamie pense que quelque part, il y a quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Une entreprise puissante que tout le monde a négligée, alors il épluche les entreprises potentielles à acheter. Sandy, pendant ce temps, suit quelques pistes, des miettes de potentielles affaires. Ici et là, mais chaque fois qu'il va les examiner, il rentre bredouille. Peu importe à quel point les chances sont minces, ils vont faire en sorte que ça marche. Ils doivent le faire, cela dure plus d'1 an cependant, sans aucun résultat. C'est à ce moment-là que l'inquiétude se transforme en panique. Tout le monde avait dit à Jamie qu'il aurait dû rester chez American Express. Comment a-t-il pu être aussi stupide? Il pensait que Sandy allait le mener vers la terre promise, et maintenant on dirait qu'il l'a suivi jusqu'au bout du monde, ou du moins jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que le téléphone sonne. Dans les années 1980, le géant de l'informatique, Control Data, commence à subir d'énormes pertes chaque année. Année après année, comme des coups reçus à la tête. Au sein de Control Data se trouve une autre entreprise appelée Commercial Credit. À l'origine, elle a été créée pour soutenir les ventes d'ordinateurs, en permettant aux clients d'accéder au crédit, ce qui inciterait plus de gens à acheter des ordinateurs. Elle a évolué depuis sa création. Aujourd'hui, elle s'est fait un nom en tant que prêteur prêt à prêter à presque tout le monde. Contrairement à sa société mère, Control Data, Commercial Credit est rentable. Mais comme l'explique le trésorier de l'entreprise au téléphone à Sandy et Jamie, si Control Data coule et sombre dans les profondeurs, elle entraînera Commercial Credit avec elle. Mais le trésorier explique aussi, à juste titre, qu'il y a une opportunité ici, car Commercial Credit est une bonne entreprise qui peut tenir debout toute seule, si on lui en donne la chance. Au début, Sandy hésite, mais Diamond examine attentivement les chiffres et il découvre que l'entreprise est en réalité un diamant brut. Vous comprenez? Un diamant brut? Bref, les crédits commerciaux sont mal gérés, pleins d'inefficacité et de coûts d'exploitation gonflés. Control Data, en difficulté financière, est ravi de conclure un accord et le duo de choc rachète leur entreprise. L'accord ne fait pratiquement pas de vagues sur les marchés financiers. Quelques journaux publient à peine quelques lignes médiocres à ce sujet. Comparé aux transactions phares des années 80, Commercial Credit n'est qu'une note de bas de page, mais un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Lorsque vous avez commencé chez Commercial Credit, Jamie Dimon était alors votre assistant. C'est bien ça? Pensiez-vous que vous pourriez conclure des accords qui mèneraient à la création de la plus grande entreprise de services financiers au monde? Évidemment non. Si j'avais cru cela, j'aurais sûrement pris quelque chose. Sandy est nommé président-directeur général de Commercial Credit. Et la loyauté de Jamie est récompensée puisqu'il devient vice-président principal. Bon, ce n'est pas American Express, mais c'est à eux et rien qu'à eux. Et même si les félicitations sont de mise, les célébrations sont mises en attente. Commercial Credit perd de l'argent à chaque minute. Avec son protégé, Sandy Whale se prépare à donner une masterclass sur la façon de redresser une entreprise. Je pense qu'au début, mais quand nous avons commencé avec Commercial Credit, c'était une entreprise sous-gérée. Donc, il n'a pas été très difficile pour nous d'examiner les dépenses, de sortir de certaines activités qui n'avaient aucun sens et de mettre l'accent sur le crédit à la consommation qui était une très bonne activité. D'abord, ils réduisent donc les coûts en licenciant plus de 10% des employés et en supprimant les avantages des cadres, comme les voitures de fonction et les abonnements aux journaux jusqu'à l'os. Dans un geste typique de Sandy, ils modifient les incitations pour les employés. Auparavant, les primes étaient distribuées à peu près de manière égale.
Désormais, la meilleure agence recevrait le double de son salaire en prime, tandis que la moins performante ne recevrait rien. Sandy mène également la charge pour constituer l'équipe d'élite de l'entreprise, présentant le crédit commercial comme une échappatoire à la bureaucratie et aux jeux politiques qui minent les autres sociétés. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. La première année, le crédit commercial rapporte 100 millions de dollars et il double plus que le rendement des capitaux propres. Le crédit commercial fonctionne comme une montre suisse. C'est la première étape accomplie. Ils ont une rampe de lancement pour construire l'empire dont les deux ont toujours rêvé et Sandy a l'expérience. Maintenant, il est temps de passer à l'étape 2, s'étendre. En gros, ce que nous avons fait, c'est chercher à faire grandir l'entreprise étape par étape et on ne sait jamais ce qui va arriver plus tard. Mais si on gère une très bonne entreprise pendant les bonnes périodes, alors on sera en position de profiter des opportunités quand les choses changent. Ainsi, le crédit commercial commence à accumuler des liquidités et à se préparer. Les hommes prient pour la pluie, puis vient le tonnerre. Le lundi 19 octobre 1987, un éclair frappe en plein cœur de Wall Street. Le lundi noir. Vous savez, il y avait des gars à la tête baissée, vous savez, quelques personnes pleuraient parce qu'elles avaient tout perdu. Eh bien, tu te demandes jusqu'où ça peut encore descendre. C'est la seule fois où j'ai vu la peur prendre le dessus sur la cupidité. J'ai souvent dit que c'était le moment le plus effrayant de ma vie. Pendant que les marchés sont en plein tumulte, Sandy et Jamie n'en reviennent pas de leur chance. Sans aucun obstacle, le crédit commercial part en folie. Nous étions des hommes d'affaires opportunistes qui dirigeaient des entreprises. Mais cette petite entreprise a racheté Primerica, Smith Barney, Shearson, Solomon, Travelers Property Casualty et elle est passée d'une valeur de 800 millions à 75 milliards. Nous sommes en 1998, après plus d'une décennie à avaler entreprise après entreprise. Commercial Credit s'est transformé en quelque chose de méconnaissable. En fait, ce n'est même plus Commercial Credit, c'est Travelers Group, nommé d'après l'une des sociétés qu'ils ont rachetées lors de la plus grande opération de fusion-acquisition jamais réalisée. Travelers Group et Citicorp, une autre énorme entreprise, ont fusionné pour devenir un géant nommé Citigroup. Citigroup est stupéfiant par sa taille. Il possédera 700 milliards d'actifs, 100 millions de clients dans plus de 100 pays. Par le total de ses actifs, c'est la plus grande banque du monde, surnommée le premier véritable supermarché financier mondial. De plus, c'est la 17e plus grande entreprise du monde, une domination totale. Citigroup a une emprise sur le secteur bancaire américain et règne d'une main de fer. Peu de temps après la fusion, Sandy convoque Diamond dans son bureau. Pendant 12 ans, Diamond a affûté ses compétences et s'est forgé sa propre réputation en tant qu'homme de main. À mesure que le crédit commercial augmentait, Diamond montait en grade avec lui. Il a été promu encore et encore, passant de directeur financier à directeur administratif, puis à directeur général. Après leur plus grand succès à ce jour, Jamie s'attend à une promotion supplémentaire. Je suppose que Sandy est allé voir John Reed, qui était alors le président-directeur général de Citicorp, et lui a dit « Faisons une fusion au président-directeur général ». Et John Reed a dit « D'accord ». Et tu allais être le président sous leurs deux directions. Au lieu de cela, Jamie entend des mots qui vont le hanter. Et ils m'ont dit, eh bien, nous avons pris quelques décisions, nous voulons les partager avec toi. J'ai dit oui, et ils ont dit, eh bien, nous allons confier la direction de la banque d'investissement d'entreprise mondiale à cette personne. J'ai dit, eh bien, c'est un peu mon travail, mais j'ai été choqué par l'identité de la personne. Ils ont dit, nous allons confier cela à cette personne, et nous voulons que vous démissionniez. Un mentorat de 15 ans de Diamond et Sandy contre le monde, réduit à néant en un après-midi. Il n'a eu aucun avertissement. Pas vraiment. Les rumeurs se sont répandues. Pourquoi Sandy avait-il renvoyé Jamie? Certains ont supposé que c'était parce que Jamie n'avait pas promu la fille de Sandy. Ou, comme certains cyniques le suggèrent, Sandy a commencé à se sentir menacée par l'ascension fulgurante de Jamie au sein de l'entreprise. Certains disaient que tu étais jaloux du fait qu'il recevait beaucoup de mérite, que tu étais celui qui imaginait le deal et qu'il était celui qui le concrétisait. Ou les plaintes franches de Jamie au sujet de la fusion. Je lui ai dit, vous êtes fou. Ça va détruire l'entreprise. Dès que vous ferez ça, les gens vont creuser des tranchées et faire des réserves de munitions. Et le temps que vous deux vous en rendiez compte, beaucoup de bonnes personnes auront quitté l'entreprise, sans se douter que je serais la première victime d'ailleurs. Mais eux, ils étaient tellement. Et ils disaient, ça marche pour moi, ça marche pour moi. Et je n'arrêtais pas de leur dire, ce n'est pas important que ça marche pour vous. Ce qui compte, c'est que ça marche pour les clients et les employés. Quoi qu'il en soit, Jamie rentre chez lui furieux, le visage brûlant de colère. C'est le tournant d'un nouveau millénaire. Pendant que certains font la fête et que d'autres allument des feux d'artifice,
Jamie Dimon rumine. Jamie est au chômage depuis plus d'1 an, depuis Citigroup. Ce n'est pas faute d'intérêt. Il a reçu de nombreuses offres. Amazon, Home Depot, mais il veut revenir dans le secteur bancaire. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bank One, un géant du Midwest et la 5e plus grande banque d'Amérique, est en grande difficulté. Après une série d'acquisitions et des années de croissance rapide, Bank One s'est heurté à un mur. Ils ont grandi trop vite et maintenant les innombrables entreprises dans leur rang commencent à poser problème. Leur cours de bourse chute à la suite de pertes consécutives. Le président-directeur général John McCoy, incapable de redresser la situation, est évincé. Sans direction, Bank One dérive. Le conseil d'administration remarque que Jamie est exactement ce dont il a besoin. L'homme qui fera ce qui est difficile mais nécessaire. Bank One s'est engraissée et installée dans le confort au sommet. Elle a besoin de quelqu'un qui la mettra sous pression et la remettra en forme. Jamie l'exécuteur ne laisse pas passer l'opportunité et devient le président-directeur général de Bank One. Lorsqu'il l'annonce, il déclare, je cite, « Nous allons donner du fil à retordre à Citigroup ». Je porterai ce foutu maillot. Je ne suis pas un mercenaire. D'accord, je vais me saigner pour l'entreprise, tout donner, puis passer le relais à quelqu'un d'autre. Fidèle à sa parole, Jamie achète d'abord 2 millions d'actions de la banque. C'est tout ou rien maintenant. S'inspirant de la méthode de Sandy, Jamie attaque d'entrée de jeu et dans un effort pour réduire les coûts au maximum, il canalise son côté Carly Khan, dont nous avons aussi une vidéo d'ailleurs, et licencie 12 000 employés. Il fait venir des talents de Citigroup, des gens en qui il a confiance, et modifie la structure des bonus comme auparavant. Les meilleurs reçoivent tout, les moins bons n'ont rien. Enfin, il porte son attention sur la direction. Le conseil d'administration ne voulait pas faire les changements. La direction ne voulait pas faire les changements. En fait, la direction disait « ce n'est pas ma faute ». Je ne sais pas à qui d'autre c'était la faute. À un moment donné, j'ai réduit la taille du conseil. Je suis allé voir l'équipe de direction. Nous avons supprimé 100% de leurs bonus. La première année, nous avons supprimé leur plan de retraite, leurs voitures, leurs abonnements au club. J'ai obligé beaucoup d'entre eux à m'accompagner sur chaque site où nous licencions des gens et à dire « Nous sommes désolés de vous avoir mis dans une situation où nous devons licencier des employés de cette entreprise. » En 2003, l'approche sans compromis de Jamie Dimon semble avoir porté ses fruits. 3 milliards de coûts ont été supprimés et le cours de l'action a augmenté de 60%. Pourtant, Jamie a encore beaucoup de chemin à parcourir s'il veut détrôner Citigroup comme la plus grande banque d'Amérique. Après des décennies de fusions et de rachats, le secteur bancaire américain se consolide entre les mains de quelques entreprises. Jamie Dimon a réussi à redresser Bank One, faisant ainsi de cette banque autrefois radioactive une cible d'acquisition attrayante. Une cible encore plus précieuse, Jamie Dimon lui-même. Sa capacité remarquable à diriger et à prendre des décisions décisives a attiré l'attention de William Harrison, le président-directeur général de JP Morgan Chase. William a été un leader fantastique pour JP Morgan, mais il y a 61 ans, son âge commence à peser. Dans la recherche d'un successeur, Jamie Dimon se distingue. Par conséquent, en faisant un geste calculé, JP Morgan rachète Bank One et Jamie Dimon. Il ne faut pas longtemps avant que William se retire. Et Jamie prend les rênes de JP Morgan, désormais la 2e plus grande banque d'Amérique, juste derrière Citigroup. Mais tout cela est sur le point de changer alors que Wall Street avance en somnambule vers la gueule de 2008. L'année qui change tout. Nous sommes en baisse de 3 à 4,5%, 16%, 18%, 21%. Parce que nous sommes maintenant en baisse de 43%. Que se passe-t-il donc à Wall Street? Le lendemain matin, et vous vous réveillez et vous faites une conférence téléphonique? Non, c'était ce soir-là. C'était ce soir-là. Je crois que je rentrais chez moi en voiture. J'ai appelé tout mon comité de direction. Je leur ai dit qu'on allait vivre une catastrophe. Tout le monde sur le pont le lendemain. Donc je pense que samedi, tout le monde était au travail. Nous avions des équipes et des effectifs qui passaient en revue chaque partie de nos expositions, chaque partie que nous avions déjà examinée auparavant. Je pense que j'ai appelé mon conseil d'administration ce samedi-là et j'ai dit « Nous avons une urgence nationale ». Prêts immobiliers, ce qui avait autrefois été une ruée vers l'or, était maintenant devenu une bombe à retardement. Le premier sur la sellette, Bear Stearns. Bien que le président-directeur général, James Kane, ait rassuré le public non pas une fois, ni deux, mais à de nombreuses reprises que la banque était aussi solide qu'un roc. Tout le monde pouvait voir la fumée, et là où il y a de la fumée, il y a du feu. Bear Stearns se négociait à $170 l'action l'année précédente.
Elle se négocie maintenant en dessous de 100. Au début, tout le monde haussait les épaules. Et alors, si Stearns part en fumée, c'est bien fait pour eux. Tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Mais après réflexion, si Bear Stearns s'effondre, cela aurait un énorme effet de retour sur la finance américaine. Célèbrement trop grande pour faire faillite, la Fed lance à Stearns une bouée de sauvetage de 48 heures. 25 milliards de dollars. Mais s'ils ne tiennent pas jusqu'à la fin du week-end, c'est fini. À ce stade, les gens commencent à s'inquiéter pour les autres institutions financières. J'ai dit, et il est très possible que tout au long de cette semaine, tu parles de Goldman, Morgan, Bank of America. Je suis presque sûr que American International Group ne va pas s'en sortir, parce qu'on travaillait déjà là-dessus. En y regardant de plus près, la plupart des banques étaient en train de saigner. Et avec autant de sang dans l'eau, on pouvait à peine voir le requin arriver. JP Morgan Chase. Au milieu de la panique, JP Morgan était calme et posé. Nous avions beaucoup plus de capital que tout le monde. Je suis une personne très conservatrice. Nous avions beaucoup de liquidités. J'ai combien? Je vais dire 100 milliards de dollars. Je veux dire littéralement qui traîne là. Jamie avait insisté pendant des années sur la nécessité d'un bilan forteresse, tandis que ses concurrents, y compris Citigroup, avaient pris beaucoup plus d'exposition au marché immobilier qu'ils n'auraient dû et se précipitaient maintenant pour se protéger. JP Morgan était prêt à tout, et tout comme Jamie avait réagi lors du lundi noir. Il comptait bien tirer parti de cette crise également, alors que les gens commençaient à vraiment comprendre la gravité de la situation. Le cours de l'action de Bear Stearns s'est effondré encore davantage. Le message était clair, dans une fusion des crises comme un mariage forcé. Jamie a réussi à racheter Bear pour $2 par action, une infime fraction de ce que cela valait autrefois. Alors, comment en êtes-vous arrivé à $2 par action juste à cause de ça? Et vous savez, non. Les $2, souvenez-vous, c'est difficile de donner un exemple, mais je dis aux gens qu'acheter une maison et acheter une maison en feu, ce sont deux choses différentes. Bon sang, c'était tellement facile que le gouvernement l'a même aidé à racheter Bear Stearns. Après ça, quand Washington Mutual a eu des problèmes financiers, eh bien JP Morgan les a aussi récupérés pour une bouchée de pain. Pendant ce temps, les concurrents de JP Morgan se sont effondrés les uns après les autres. Juste pour préciser, concernant les garanties, bon, parce qu'il y a des gens de Lehman qui disent bon, que le JP Morgan, ils ont pris ils demandaient, on avait trop d'argent à l'époque. Quand nous étions là, ils étaient ignorants. Les gens demandaient plus de garanties partout. Lehman Brothers, Morgan Stanley, Goldman, mais le plus satisfaisant de tous, Citigroup. Ils allaient en passer des années à ramasser les morceaux. L'argent affluait chez JP Morgan. Ils l'avaient fait. Jamie Dimon avait enfin la satisfaction de voir JP Morgan Chase devenir la plus grande banque d'Amérique. Dans un retournement ironique du destin, le conservateur Dimon allait plus tard commettre une erreur de $2 milliards sur une opération beaucoup trop risquée. Avec le temps, cependant, tout cela est passé. Tout comme sa querelle avec Sandy Weill. Et encore aujourd'hui, Jamie Dimon est à la tête de JP Morgan Chase, qui est désormais la plus grande banque du monde. L'un des rares présidents-directeurs général de banque à avoir survécu à la crise de 2008. Il a fait fortune au cours de sa carrière et il est en fait milliardaire. Et pour Jamie, ça n'a jamais été une question d'argent. C'était une question d'héritage. Alors, comment Jamie Dimon veut-il qu'on se souvienne de lui ?